Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui parce que je reçois mon ami Lionel Pagès qui est l'expert sur la gestion du stress et en plus fondateur de la méthode ActiStress. Alors on va parler un petit peu de tout ça avec Lionel. Lionel, déjà un grand merci pour ce moment qu'on va passer ensemble. Merci Théo. C'est un grand plaisir de t'accueillir vraiment parce que voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais par rapport justement à cette gestion du stress qui est si importante, si impactante. J'ai une première question pour toi justement. Par rapport au stress, on parle du stress, on parle du bon stress qu'on peut voir parfois dans des compétitions sportives, dans certains moments de notre vie, et on parle du mauvais stress. Toi, quelle différence tu fais? À quel moment le bon stress bascule dans le mauvais stress? Comment tu peux nous expliquer tout ça? En fait, quand tu es sous bon stress, c'est comme si tu étais prêt à tout, tu étais prêt à t'adapter à la situation de la meilleure façon possible. Donc d'un point de vue postural, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif et d'un point de vue psychologique. Tu vois que le stress, ça vient nourrir chaque plan de notre personne, le plan postural, sensorimoteur, le physique, et le plan émotionnel, cognitif et psychologique. Donc quand tu es sous bon stress, c'est comme si tout ce truc-là, tous ces différentes composantes de notre personnalité, elles s'associent pour qu'on puisse avoir accès à notre pleine ressource. Ça, c'est le bon stress. C'est quand tu as accès pleinement à toi au moment où tu en as le plus besoin. C'est pas juste au plan psychologique, c'est vraiment sur les quatre plans de la personne. C'est dû au fait qu'à ce moment-là, nos trois cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex, ils bossent ensemble. Le cancer, ouais. Tu te rends compte que tu es tendu, tu te rends compte que c'est compliqué, mais pour autant, tu as la main sur le processus entre guillemets et tu bosses avec toutes les parties de toi. Ça, c'est le bon stress. Environnement hormonal particulier et ainsi de suite. Très bien. Sous mauvais stress, la partie sous-corticale, la partie que tu contrôles pas, donc c'est le limbique et le reptilien, là, cette partie prend la main sur le cortex. Tu n'arrives plus du tout à organiser les choses, à les contrôler, voire même, des fois, tu ne sens même plus que tu es tendu. Et c'est pour ça que pour moi, je détermine deux types de mauvais stress. Tu as le mauvais stress qui, en même temps, est souvent utile. Il y a une voiture qui arrive vers moi, je pars en courant, j'ai plutôt intérêt parce que là, je me sauve. Ça, on va dire, ça pourrait être le mauvais stress, mais en fait, c'est un bon mauvais stress. C'est-à-dire qu'une action réflexe, et normalement, le stress est là pour ça, pour nous éviter un problème. Mais quand tu l'as pas choisi, quand par exemple, tu te fais attaquer, éclater, Tétanisé. bah, Sidéré. là, t'es sidéré, là, t'es dans la merde quand même. Et le problème, c'est que là, tu devrais réagir autrement, mais tu peux pas. Ta partie sous-corticale, elle a pris la main sur le cortex. Mais il y a un autre mauvais stress dont on parle pas. C'est pour toutes les personnes qui sont habituées au stress, qui aiment cela, qui te disent « moi, je vis que par le stress ». Et là, ce sont des personnes qui ne veulent plus écouter les signaux qui sont envoyés par justement le sous-cortical, par l'animal en nous qui dit « moi, j'ai peur ». Et les personnes, elles décident de dire « écoute, stress ou pas, je m'en fous, je serai plus fort que le stress ». Et donc là, il développe ce qu'on appelle un cerveau hyper intentionnel. Je décide que je serai plus fort que le stress. Un jour, on a eu un dirigeant ici qui nous a dit, qui m'a dit droit dans les yeux, moi, le stress, je le nique. Et il a fini par se faire niquer. Alors justement, et à la fin, c'est lui qui s'est fait niquer. Ouais, Donc le mec nous dit, moi, le stress, je le nique. Donc là, en fait, c'est vraiment là que j'ai compris que on peut être à deux endroits à la fois. Un corps qui hurle, qui gueule, qui dort pas la nuit, qui fait des tas de trucs qui sont des marqueurs de stress. Et de l'autre côté, quelqu'un qui se dit, moi, le stress, j'y fais face. Je suis costaud. Pour moi, c'est le comble du mauvais stress. Et ce sont ces personnes-là, et t'en parles souvent, les forts, qui sont les personnes qui vont en général exploser, mais alors, d'un coup d'un seul, quand on s'y attend pas. C'est la fameuse prise qui se débranche d'un coup. Absolument. Et ces profils-là, ils ne le voient pas venir parce que, sur le plan du cerveau, ils se sont littéralement coupés en deux. Donc, c'est le pire du mauvais stress. Au moins, quand tu es paralysé, c'est une réaction animale normale. Bah, t'as pas la main, t'as pas la main. Mais quand tu construis avec tout ce que tu as, une forme de déni de fond parce que tu veux niquer le stress, putain, là, intéressant. Là, ça va mal se passer, en fait. Intéressant. Donc, c'est peut-être l'éducation, la personnalité qui fait que tu ressens cette agression du stress, mais tu te dis que je vais être plus fort que ça. Mais non, c'est le stress qui finit toujours par te bouffer à un moment ou à un autre. Absolument. Alors, en fait, ça t'en parle beaucoup. C'est d'ailleurs le cœur de ton sujet, c'est quelles sont les valeurs qu'on porte qui, à un moment donné, nous poussent à pouvoir autant oublier le fait qu'on est au bord du sujet. Donc, effectivement, notre construction de personnalité, notre éducation, notre histoire, elle organise cela.
J'ai trouvé une méthode qu'on parle très bien, qui s'appelle IFS, Internal Family System, qui est une méthode de psychothérapie américaine, qui explique que ces différentes composantes de notre personnalité, elles peuvent avoir une action individuelle propre. En gros, quand elles sont déclenchées, elles tournent en boucle. Ouais. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que quelqu'un qui a une valeur, tu en parles souvent de soit fort ou soit parfait, quand cette valeur vient nourrir toute une personnalité de fou et qu'elle s'est isolée du reste, Ouais, ça renforce. en fait, tu as un moteur qui tourne en back-office et tu peux plus l'arrêter. Et c'est pour ça que la personne n'a plus la capacité de se recortiquer, de prendre du recul, parce que, en fait, quand cette personnalité propre, elle se met à tourner en boucle, la première chose qu'elle fait, elle coupe le lien. Donc, derrière l'installation du stress en profondeur, il y a le fait que le lien est coupé entre les différentes parties de notre personne et surtout cette partie supérieure au tout, aux différentes parties, qui pourrait justement venir jouer le rôle de manager ou d'encadrant. En fait, on perd le lien avec l'encadrant qui se trouve au niveau du cortex, mais qui n'a plus la main parce qu'il ne sait plus comment faire pour entrer en relation avec ce qui se passe en dessous. J'aime beaucoup cette image où il y aurait plusieurs parties de nous, avec une partie qui va être dans la résistance, qui va partir bille en tête droit dans le mur, et le manager qui est un petit peu perdu au milieu de tout ça, qui dit j'aimerais bien mais j'ai pas les moyens parce que je suis pas écouté par ma direction. C'est ça, il parle d'exilé. Donc la partie qui se met à partir en live, il parle d'exilé. Et en fait, elle s'exile en coupant le lien et tu peux plus rentrer en relation. Et j'aime bien cette partie parce que quand tu es sous stress, les gens qui sont préparés au stress, les gens qui gèrent bien le stress parce qu'ils ont été préparés au stress, parce qu'ils ont été mis en situation de garder le lien entre les différentes parties d'eux quand ils sont sous pression. C'est ça qui nous permet d'être bon face au stress. Quand tu n'es pas habitué à garder le lien quand tu es sous pression, c'est là que tu deviens en fin de compte vulnérable au stress. Et là, l'éducation, eh bien, si tu es complètement collé à ton exilé valeur forte là qui se met en route, tu perds totalement la main. Justement, ça c'est la question qui vient quand tu dis ça, c'est toi qui as l'habitude justement de travailler avec des sportifs de très haut niveau, des forces d'élite, des dirigeants aussi à un très haut niveau. Comment tu fais à un moment donné pour que ces exilés reviennent et prennent cette nouvelle habitude de prendre un petit peu soin d'eux et de plus vouloir niquer le stress, mais de se dire ok, je l'intègre et peut-être j'agis différemment dans ma vie de tous les jours. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as affaire à des personnes qui vivent du stress et qui sont habituées au stress, elles se sont habituées à être à deux endroits à la fois. Le corps qui gueule, que je n'écoute pas, et la tête qui dit, de toute façon, toi, le stress, je te nique. C'est ce truc-là. Donc, c'est compliqué avec ces personnes-là de les coacher ou de les accompagner parce qu'elles sont très bien cortiquées. Donc, elles comprennent très bien tes questions, elles vont te répondre de façon extrêmement cohérente, mais en fait, les deux parties, bien sûr. Ça connecte pas. Ça connecte pas. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de pouvoir constater à quel point les exilés dont on parlait juste avant, ils ont pris la main sur le truc. Et c'est là où le mouvement intentionnel complexe, il devient extrêmement important. Quand tu es sous stress de fond, et que le stress de fond s'est profondément installé, ton système nerveux est dérangé, et tu n'as plus la main dessus. Tu as la main dessus tant que tu es dans ta zone de confort. Mais dès que tu sors de ta zone de confort, tu n'as plus la main dessus. Parce que le mauvais stress, quand il s'installe, il modifie ton rapport à l'espace et au temps. Je me sens tout petit dans cette situation, ça va trop vite pour moi. Il te désoriente, il te décoordonne, il te désaligne. Il te désoriente, j'en ai perdu le nord. Décoordonne, je me suis emmêlé les pinceaux. Et désaligne, je suis à côté de mes pompes. Quand tu fais bouger les gens sur des situations motrices complexes, d'un seul coup, alors que l'intention, elle est simple, tu leur demandes de faire ce truc-là, ils se rendent compte qu'ils sont incapables de le faire. Et là, tu commences à allumer quelque chose. Tu crées un déclic. Tu crées un déclic parce qu'ils vivent une situation qui leur paraît facile, mais ça en devient ce qu'on appelle une expression somatique. Tu crées une situation qui leur demande de s'impliquer, qui leur demande de s'impliquer physiquement, enfin, on va dire d'un point de vue sensorimoteur et sensoriel et moteur, émotionnellement, cognitivement et psychologiquement. En fait, ils sont obligés d'être pleinement là. Ils ne peuvent pas le faire en regardant leur téléphone. Ouais, bien sûr. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils sont totalement à côté du sujet. Je me rappelle d'un dirigeant qui était un dirigeant d'une... c'était quoi? C'était une entreprise de la grande distribution, 20 magasins. Vraiment gros chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la boîte. Donc le mec n'a rien à prouver.
rien à prouver. On lui demande de prendre avec son gros orteil et l'autre orteil un foulard par terre. Donc normalement, on a une pince au niveau du pouce, mais on a aussi une pince au niveau de l'orteil. Donc il doit prendre le foulard. On lui demande d'enlever ses chaussures, de se mettre pieds nus, il se met pieds nus, on lui met le foulard. Il regarde le foulard, il n'a jamais pu prendre. Il a pris le tapis à la place. Non, il n'a rien pris du tout. Il ne commandait plus. Incapable. Il ne commandait plus ses orteils. Ça a dû lui faire drôle. Donc, on le voit, on le filme, hein, on le voit. En fait, il s'était totalement ménirisé. Ça veut dire que le corps était tellement sous stress que le corps s'est complètement figé. Ouais. Il s'est habitué à niquer le stress, donc à ne pas s'associer à son corps, parce que dans sa tête, ce qui importe, soit fort. Soit fort. En plus, c'était un profil de compétiteur, de gagnant. Donc, en fait, l'important, c'est soit fort à fond. Tu vois, il faut qu'il gagne. Il regarde le truc. Il a perdu l'habitude de faire travailler les cerveaux ensemble. Donc, il court comme ça, mais il est incapable de faire des choses qui sont un petit peu complexes. Eh bien, il maîtrise plus ses orteils. Je peux t'assurer que là, en 10 secondes, on a gagné tout l'accompagnement derrière. Parce que il ne pouvait pas se mentir, c'était filmé, il se voyait, il n'y arrivait pas. Donc ces personnes-là, il faut les ramener à un endroit où elles se rendent compte de leurs limites. Or, quand tu es habitué à niquer le stress, ta limite, tu ne la vois plus. C'est hyper intéressant. Souvent, dans le cadre du burn-out, on dit que les gens ont besoin d'aller droit dans le mur et vivre le burn-out, avoir cette énorme rupture de pattern pour pouvoir prendre les choses en main. Ici, en fait, ce que tu as fait, c'est une énorme rupture de pattern. Absolument. Aussi. Tu as montré que sur un geste simple, il est incapable de le faire. Alors j'imagine que dans sa tête de compétiteur, se rendre compte de ça, il a dû prendre un petit coup à son ego. Je crois que c'est là où ça a bien marché. C'est qu'il s'est dit, attends, je fais 1 milliard d'euros sur ma boîte et je suis pas capable de prendre avec mes 2 orteils un foulard. Et là, d'un seul coup, c'était totalement disruptif. Et là, il s'est dit, je peux pas continuer comme ça. Et comme par hasard, tout ce qu'il avait accumulé derrière, comme ressenti, je dors pas, je mange n'importe quoi, je gueule sur tout le monde, ainsi de suite. D'un seul coup, il s'est autorisé à se dire, mais en fait, c'est pas normal ce truc. C'est dans l'autre sens. Ouais, bien sûr. C'était juste avant qu'il explose, justement. Ouais. Il s'est dit, mais en fait, c'est pas normal. Et maintenant, si j'arrive déjà pas à faire ça avec le foulard, c'est normal que j'arrive pas à prendre la main sur le truc. Et là, il a accepté de faire le boulot. Ouais, ça, c'est une rupture de pattern, c'est un recadrage formidable. Et justement, dans ta méthode, je sais que tu intègres beaucoup justement le corps, les pratiques corporelles. Je sais qu'il y a de la boxe, jiu-jitsu, brésilien notamment. Comment toi, par le corps, amènes les personnes justement à travailler le stress, à prévenir, voire même à gérer le stress pour que ça passe de mauvais stress à bon stress dans une vie de tous les jours? Alors, en fait, on utilise le corps selon 2 axes différents. La recorporation active, qui est vraiment la méthode Active Stress, c'est le fait de pratiquer un mouvement intentionnel complexe qui, parce qu'il est profondément intégratif, parce qu'il te demande d'être pleinement là, ce mouvement t'oblige à être là d'un point de vue physique, émotionnel, cognitif et psychologique. Donc du coup, la pratique même du mouvement permet aux 3 cerveaux de retravailler ensemble. Quand tu fais un travail de coordination, d'équilibre, quand tu fais un travail d'équilibre ou de déséquilibre, un travail d'orientation, quand tu prends l'espace, quand tu fais un travail de tempo, ton système nerveux, là, il est travaillé dans son intégralité, dans son intégrité. Donc là, tu réapprends au système nerveux à travailler ensemble. En gros, là, tu sors de je nique le stress et tu réapprends à faire avec un truc qui te dérange. Ça, c'est la part fondamentale de la recorporation active. Mais à côté de ça, tu as une autre approche qui est complémentaire, qui est que on peut utiliser cette pratique corporelle pour aller mettre le doigt sur des choses que la personne doit, j'ai envie de dire, conscientiser dans sa chair, donc cette expérience somatique, pour comprendre, pour créer cette rupture de pattern. Et donc, par exemple, dans le cadre du burn-out, tu as beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont incapables de protéger, de préserver leur espace de vie. Ah oui. Elles savent pas faire. Elles se laissent marcher dessus, elles Absolument. savent pas dire non, ce genre de choses. C'est lié à la non-installation des réflexes archaïques, qui est un réflexe de sécurité tout simple. C'est-à-dire que ce réflexe n'ayant pas été installé au bon moment, dans le bon tempo de l'évolution de la personne, elle ne sait pas se protéger. Donc on met 2 personnes en face, tu te rapproches, et la personne en se rapprochant, enfin quand l'autre se rapproche, l'autre doit dire à un moment donné, stop. Tes gens. Il faut marcher dessus. Ouais.
Tu as des gens, ils sont rentrés dedans, ou alors la personne passe à côté et ils n'ont jamais dit stop. Donc là, il y a bien un truc qui, sur le plan animal sous-cortical, ne fonctionne pas. Très souvent, l'émotion associée à ça, c'est l'agressivité, et plutôt dans ce cas, le manque d'agressivité, la perte d'agressivité. Donc, tu as une grande proportion de personnes en burn-out manquent d'agressivité. Elles ne savent pas se protéger. C'est là où les sports de combat sont essentiels. On les met en situation de devoir se défendre, on les filme, on a vérifié qu'elles sont OK pour le faire, elles sont tout à fait motivées pour le faire, et là, tu assistes à un truc assez étonnant. Elles sont OK, elles savent pourquoi, ainsi de suite, et au moment où le truc se déclenche, terminé. Il n'y a plus personne. Je vais te donner un petit témoignage perso parce que j'étais dans ce cas-là, figure-toi, pendant très longtemps. Tu peux être sûr et certain que quand je me promenais dans la rue, c'était toujours sur moi que venaient les agresseurs, c'était toujours sur moi que venaient les coups d'épaule, je me faisais très souvent bousculer. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je fais du brésilien, du jiu-jitsu brésilien. Et je vois dans le métro, j'ai de l'espace autour de moi maintenant. Tu vois, c'est assez marrant, je l'ai remarqué, même dans les quick coaching que tu connais très probablement, c'était plutôt l'inverse. Le cheval ne s'approchait plus de moi justement parce que j'avais cet espace que j'avais inconsciemment créé. Et toi, tu l'expliques par les réflexes, donc? Oui, archaïques. Les réflexes archaïques. En fait, tu as un réflexe archaïque qui normalement te permet de déterminer une zone de sécurité. Quand il est normalement activé, ça s'installe entre guillemets tout seul. Bonne distance. Voilà. Et c'est-à-dire que tu as une posture, une façon de te tenir qui montre bien que tu es le maître dans ton espace. Quand ce réflexe est altéré, il peut être altéré de deux façons. Il peut être hyperactivé. Alors moi, dans mon cas, c'était hyperactivé. C'est-à-dire que même si quelqu'un est loin, moi, je me sens très rapidement trop près, agressé. Ah oui. Tu vois. Donc plutôt, moi, besoin d'une trop grande sécurité. Et tu as des gens, il est totalement aboli. La question, c'est de le remettre au bon endroit. Et tout ça, c'est lié au traitement de l'amygdale, qui est cette partie du cerveau limbique qui te donne, qui est le déclencheur du stress. Et cette amygdale, malheureusement ou heureusement, elle n'est pas que liée à la dimension animale sensorimotrice, au dérangement, je suis trop dérangé donc elle se met à gueuler, mais elle peut être totalement, j'ai envie de dire, phagocytée par la valeur au niveau du cortex. Donc, ton amygdale, normalement, elle se déclenche parce que tu es trop dérangé d'un point de vue sensorimoteur, ça va trop vite, c'est trop grand pour toi, t'es trop désorienté, ainsi de suite. Donc, en fait, tu te sens à côté de tes pompes, donc elle se déclenche, mais elle peut être prise en main par ta valeur forte, tu dois être parfait. Et tu dois tellement être parfait que dès que cette perfection n'est plus possible, l'amygdale se déclenche. Dans les cas des personnes qu'on a qui ont niqué le stress, comme elles se sont coupées de l'animal, c'est pas par l'animal qu'on va les avoir. On va les avoir leur faisant prendre conscience à quel point la valeur les rend complètement inadaptés et débiles, parce que inhumains. Machine. Ouais. Donc du coup, on va créer une situation où la valeur d'un seul coup, on lui permet de s'actualiser à travers une action sensorimotrice complexe. Et je vais donner un exemple très précis. On a reçu un directeur commercial d'une grosse boîte d'agroalimentaire française il y a quelques années, il y a 2 ans, 1 an et demi. Et lui, c'est un super compétiteur. Super compétiteur. La boîte nous l'envoie parce qu'il fait un excellent travail, mais il veut tellement y arriver qu'il a tendance à épuiser les équipes. Oui, c'est très courant. C'est très courant. Et à force d'épuiser les équipes, il s'est épuisé tout seul. Donc on a créé un exercice spécifique pour lui qu'on appelle l'exercice du drapeau. Donc on l'a mis en face d'un combattant professionnel de MMA. Je dis bien professionnel, tu ne peux pas le battre. Oui, non, sauf que lui, il se dit, je vais l'avoir. Je vais le niquer. Voilà, je vais le niquer. C'est ça. Oups. Donc, tu le mets en face du champion de MMA, tu mets le gars en face, là, et tu leur mets derrière un drapeau. Et chacun devait aller choper le drapeau de l'autre en se prenant le moins de coups possible. Très bien. Donc, on dit à notre client, OK, tu as bien compris. De toute façon, dès qu'on lui a montré le drapeau, le mec ne t'écoute plus. Il voyait plus que ça. Il voyait que le drapeau. Très bien. OK. On déclenche le chrono. C'est filmé, on déclenche le chrono et on leur demande d'y aller. Et on savait que le mec était super agile, c'est pas du tout un physique mais il a tellement envie de gagner que tu lui fermes la porte du Velux, le Velux, il passe par le garage, tu vois, il est super agile. Très bien. Donc la question, et donc j'avais dit à notre accompagnant, Mehdi, écoute Mehdi, il va sûrement bien se débrouiller, tu lui mets des petites patates, parce qu'ils avaient un casque et tout, tu mets des petites patates, pas trop pour qu'il soit assommé, qu'on n'ait pas de problème. Mais qu'à la fin, quand même, ils se disent qu'il s'est pris quelque chose, quoi. Bon. Donc, ce truc se passe, et à la fin, notre client a le drapeau. On va l'appeler Eric, et Eric a le drapeau.
Donc Eric est content, il a son drapeau, tout ça, très bien. Et on lui dit très bien, Eric, à ton avis, t'as pris combien de patates? Oh là, j'étais bon, j'ai pris 2-3 patates, super. T'es sûr? Oh, j'ai pris 2-3 patates. Ben écoute, regarde à l'écran et compte avec nous. Et donc on lui passe les patates, on lui montre, il s'est pris 19 patates. C'est incroyable. Et au moment où il compte le drapeau qui était en l'air, au moment où il compte le drapeau, il descend. Et à la fin, au bout de 19 patates, je dis, c'est pas possible. Ouais. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Je les ai même pas sentis. Sauf qu'à la fin, il sentait les patates parce que forcément, il s'était pris les patates. Et là, tu te dis, et là, j'avais l'exemple vraiment de ce cerveau hyper intentionnel qui est complètement pris en main pour le pire, hein, pour le pire, par la valeur soit fort, soit parfait, qui vient complètement altérer même le déclenchement de l'amygdale, qui se déclenche plus par rapport à la situation. Elle n'est plus déclenchée parce que la valeur a dit, écoute ta gueule. Allez, va chercher ton objectif. Ça, c'est moi qui décide. Ouais. Donc, la valeur prend la main sur le système limbique. Alors, normalement, c'est le système limbique qui doit prendre la main sur la valeur. Là, tu as l'exemple même du truc qui se passe. Et tu te dis, ah ouais, là quand même, là, le mec, il est mal barré. Et on comprend pourquoi la boîte nous le confie. On comprend pourquoi, sous réserve, sous prétexte qu'il doit être à la hauteur d'eux, il peut faire n'importe quoi. Ouais, et puis embarquer les personnes. Et puis, ils avaient bien embarqué. Alors que le gars avait un fond exceptionnel. Et au moment où il a compris, et ça c'est, par contre, ça c'est top avec ce type de profil. Ce profil qui aime le stress, il peut vraiment, c'est mal l'expression, c'est pas trop joli, mais il peut vraiment jouer au con avec lui et donc se rendre compte de jouer au con avec les autres. Mais au moment où il comprend, au moment où il se voit faire et que il y avait un diagnostic avant, on avait fait son examen biologique, il était fatigué, on avait fait 3 tests de personnalité, on avait fait tout un truc où il avait. Alors, il souffrait quand il est venu nous voir, il n'en pouvait plus. Donc, il était. Ouais, il se rendait bien. Quand même un petit peu. Absolument. Il était sorti du déni. Il savait bien qu'il y avait un problème, mais il ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Parce que les deux cerveaux ne communiquaient plus ensemble. Et là, on lui fait cette situation. Donc, c'était sur. Quand les gens viennent, ils viennent 3 fois 3 jours. Donc, on les sort d'affaires sur 3 fois 3 jours. Donc, ce sont des profils particuliers. Ce sont des profils qui aiment le stress, qui veulent y retourner. Ils veulent retourner au même endroit. Ils veulent pas changer de boulot. Ils aiment leur boulot, mais ils veulent faire autrement. Donc, au moment où ce gars-là comprend, on a vu en live quelqu'un qui a allumé la lumière au plafond. Il a dit, mais je suis vraiment un bourrin. Ah ouais, mon gars. Alors, lui, on lui a donné un nom, hein. Le big, le bourrin intergalactique, c'est le suprême du bourrin. Donc je lui avais dit, de toute façon, toi t'es un big. Je lui avais dit, toi t'es un big. C'est quoi un big? C'est un bourrin intergalactique. C'est quoi un bourrin intergalactique? Bah tu vois, il y en a qui jouent en division nationale. Non, toi tu joues en division intergalactique. Tu es capable de totalement t'oublier derrière la mission, derrière l'enjeu. Et donc il avait mal pris sur le coup, tout ça, il dit ouais, il exagère, tout ça. Je lui dis non, j'exagère pas, tu vas comprendre. Au moment où il sort de la situation motrice, il dit, mais je suis un big. Eh ouais, t'es un big. Sauf que là, d'un seul coup, ce mot devient quelque chose pour lui sur un plan physique, émotionnel, cognitif et psychologique. Et quand tu parles de rupture de pattern, la rupture de pattern, elle est possible que quand les 4 plans de la personne sont mobilisés en même temps, de façon entière. Et c'est là où ça bascule. Ouais, c'est clair, c'est la base du changement. C'est la base du changement, c'est le fameux déclic thérapeutique. Ce qui est impressionnant dans cette manière de faire, dans cet outil que tu as utilisé, cette expérience que tu as utilisée avec lui, c'est une vraie symbolique de ce qui se passe dans sa vie en fait. Il y a une mission, coûte que coûte j'y vais, quitte à me prendre des patates, je les vois même pas arriver, mais je vais être dans le déni donc de ce qui va se passer dans mon corps, parce que le stress, on le rappelle, c'est extrêmement toxique pour le corps, hein. Avec des pathologies à court terme, moyen terme et long terme, et il s'en rend compte au fur et à mesure, parce que tu lui montres en vidéo, voilà ce que tu fais dans ta vie de tous les jours en fait. Donc cet outil, il est assez incroyable. Pour les gens qui nous regardent comme ça, qui peut-être seraient dans cette situation, alors un petit peu moins big, qui seraient sensibles au stress, mais peut-être s'en rendent pas encore compte, est-ce que tu aurais toi un élément, un outil qui leur permettrait de se dire, ok, il y a peut-être un petit truc quand même maintenant, ou est-ce que tu les fais ramasser le foulard avec les orteils? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme outil? Alors, la pratique du mouvement intentionnel complexe, elle est utilisable par tout le monde. Ça veut dire que
toutes les activités physiques ne se valent pas. Je m'explique. Si tu es tendu et stressé et que tu te mets à faire du vélo ou que tu te mets à faire de l'elliptique chez toi avec ton casque sur les oreilles en regardant Netflix, tu fais bouger le corps, ta tête, elle est totalement ailleurs. Ouais. Pareil, tu vas courir avec ton casque, tu as besoin de récupérer, ton corps bouge et tu penses à autre chose. Tu peux le faire de temps en temps parce qu'on s'est rendu compte que ces moments-là sont des moments qui permettent au système nerveux de se calmer et surtout à la pensée créative de s'installer. C'est pour ça que des fois, quand on va courir, on a des idées. Mais tu ne peux pas tout le temps faire cela. Bien sûr. Parce que sinon, tu apprends à être à deux endroits à la fois. Dissocié en Il faut absolument réapprendre à être ensemble au même moment pour une intention spécifique. Donc, quand on est sur Netflix, en pédalant ou en faisant de l'elliptique, on bouge la viande. Ouais. Mais ça ne permet pas au système nerveux, on bouge la viande. On aère la viande, il n'y a pas d'autre mot. C'est très bien, mais on aère la viande. Mais le système nerveux n'est pas du tout impliqué. Ouais, il faut réapprendre aux gens à arrêter de bouger la viande simplement, mais à travailler, faire fonctionner un corps. Le système nerveux, il est à tous les endroits. Il prend la main sur le sensorimoteur, il prend la main sur l'émotionnel, le cognitif et le psychologique. Il est à tous les endroits à la fois. Il faut absolument réveiller le système nerveux. Intéressant. Et là, ça se passe. Alors, les sports de combat, toi, tu fais du jiu-jitsu brésilien. Je pense que là, c'est... T'es obligé d'être là. Et émotionnellement, t'es obligé d'être là. Ouais. Et tu dois réfléchir à comment tu vas étrangler ton partenaire ou comment il va t'étrangler. Et tu dois contacter tes valeurs pleines de réussite, de pouvoir dans le bon sens du terme pour reprendre la main. T'es obligé d'être là. Donc là, on est sur un type de sport que les gens peuvent pratiquer. Et plus j'ai du mal à dire stop, plus je dois aller vers un sport de combat où je peux me faire bourrer le pif et où je dois apprendre à bourrer le pif ou à bourrer le pif à l'autre. Alors ça s'appelle un bourre-pif. Donc, les sports de combat sont essentiels. Les sports de raquette et de coordination, parce que ça te permet du coup de faire travailler cerveau droit et cerveau gauche ensemble. Simplement, il ne faut pas juste qu'il y ait cette dimension de compétition, il y a aussi cette dimension de travail de l'intériorité. C'est un mouvement qui, pour qu'il soit joli à l'extérieur, doit être beau à l'intérieur. Donc, il faut utiliser ces sports complexes pour aussi mieux se comprendre. C'est souvent ce qui fait la différence entre le très haut niveau et le haut niveau. Ouais. À très haut niveau, tu as des gens qui se connaissent et qui se comprennent très bien. Parfaitement, oui. À haut niveau, tu as des gens qui ont des fenêtres de compréhension, mais ils n'ont pas... pas encore tout à fait connecté. Non, et c'est vraiment la différence. Ouais, complètement. Le travail du système nerveux à travers le mouvement intentionnel complexe, c'est un moyen de se comprendre, de se connaître, d'aller explorer des endroits du corps que tu vois, quand tu es venu ce matin, je travaillais ça. Tous les matins, je travaille des mobilités différentes, des motricités différentes. Pourquoi ? Parce que en apprenant à les prendre d'un point de vue sensorimoteur, tu as la même répercussion sur le plan émotionnel. En gros, si je travaille cette position-là, comme ça, eh bien, je travaille un pool d'émotions que je ne connais pas. Par exemple, je sais pas, moi, un truc qui est lié entre le déséquilibre et la perte de confiance. La confiance, c'est ça. Quand tu es comme ça, on pourrait associer ça à la perte de confiance. Sur le plan cognitif, ce serait des façons d'aborder un problème qui seraient différentes de d'habitude. Et sur le plan des valeurs, c'est une valeur qui est plus proche de, je sais pas moi, de la sécurité, alors que là, je suis vraiment sur une valeur de pouvoir. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans ces mouvements complexes et dans ces amplitudes et orientations différentes que je prends, j'accède à un pool émotionnel, à une façon de réfléchir et des valeurs que je n'ai pas forcément l'habitude de mobiliser quand je suis dans la vie quotidienne. Parce que mes valeurs de fond, elles te font toujours choisir le même pool émotionnel, la même façon de réfléchir, ainsi de suite. Avec quoi je suis confortable. Absolument. En fait, tu travailles ton dérangement sensorimoteur, mais tu travailles un dérangement émotionnel, cognitif et psychologique. Et donc, ce que je peux dire aux personnes qui vont écouter le podcast, par pitié, dérangez-vous. Par pitié, dérangez-vous. Mettez-vous à un endroit où vous n'êtes pas confortable physiquement, où vous n'êtes pas confortable d'un point de vue sensoriel et moteur. Et grâce à ça, vous allez commencer à activer des émotions que vous ne connaissez pas, une façon de réfléchir que vous ne connaissez pas et des valeurs que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller chercher. L'utilité, elle est où ? C'est qu'il y a des situations qui, de fait, nous mettent en dehors de notre zone de confort. Tu es sur d'autres émotions. Il y a des fois, là, tu dois te taire. Il faut te taire. Parce que tu as dit une grosse connerie
il faut te taire. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire avoir honte. Mais toi, tu es habitué juste à être un... Warrior. Voilà. T'es un guerrier. Donc, tu vas nourrir ta connerie. Alors que si tu te taisais un peu, eh ben, tu aurais honte et ça te rendrait juste plus humble. Et là, tu as besoin d'humilité. Eh bien, tu as des postures qui sont beaucoup Ça te plus... rend malléable, en fait. C'est Absolument. ce que j'entends. Ça te rend malléable, c'est Bruce Lee, c'est Be Water My Friend. Absolument. Plutôt que d'être un monobloc, monolithe en acier. Un acier, c'est dur, mais ça casse vite. Exactement. Aussi. Intéressant. Ça te rend malléable, ça te met à un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller. Et c'est pour ça qu'au-delà du terme de gestion du stress, que je comprends très bien quand tu en parles, nous, on essaye de parler, en amont de la gestion du stress, de cette préparation au stress. Ouais. Nous, on est un centre de préparation au stress parce que, je me rappelle toujours de cet instructeur du 2e RPMA, qui est un des plus grands bataillons, un des meilleurs bataillons d'élite française au niveau de l'armée, qui me disait, mais Lionel, on ne peut gérer que quand on est préparé. Ah oui. Quand on est préparé. Donc, nous, on passe notre temps à préparer les gens musculairement, émotionnellement, cognitivement, psychologiquement, d'un point de vue nerveux, puisque le système nerveux, il est au milieu de tout ça, pour que, en situation, ils puissent gérer, ça veut dire contacter leurs pleines ressources, parce que ils ont été préparés. Quand tu es préparé, tu peux gérer. Quand tu n'es pas préparé, tu gères pas, tu subis. T'es sidéré. Voilà, t'es sidéré, ouais. tu subis. Donc, vous êtes chez vous, vous commencez à faire des mouvements qui sont compliqués, en étant à ce que vous faites, vraiment, en regardant ce que vous faites, et puis en sentant ce que c'est que d'être dérangé sur d'autres plans. Et là, tu commences à rentrer en relation avec toi. Par exemple, moi, je fais beaucoup de mouvements où je dois me jeter vers l'arrière. Il y a des situations où tu es littéralement en aveugle et tu dois... c'est comme si tu basculais vers l'arrière. Eh bien, quand tu es préparé à ça, tu essaies de tomber parce que tu as les appuis sensorimoteurs pour te rattraper. En sport de combat, tu connais ça très bien. Mais tu as plein de personnes qui ne vont jamais vers l'arrière. Surtout que le sport moderne te met tout le temps vers l'avant. Tu cours. Par exemple, la course à pied, c'est super intéressant. Tu cours. OK. Tu as ton casque sur les oreilles. Tu écoutes ta musique et tu perds ta vision périphérique. Et en plus, tu es absent. Oui, t'es plus là. Tu n'es plus là. Ouais, t'es plus là. Donc, quand la situation elle arrive à toi et qu'elle est sur les côtés et que toi, tu es uniquement habitué à stimuler ton système nerveux en étant devant, eh bien, tu vois pas du tout les signaux qu'il y a sur les côtés. T'as oxygéné la viande. Absolument. Dans ce que tu me dis ici, moi, tu vois, ce qui me vient, c'est il y a un rapport aussi, et on en parlera peut-être, c'est à la pleine conscience. Oui. Parce que tu es vraiment présent dans ce que tu fais. Et c'est intéressant, c'est que tu as une vision pleine conscience qui est, comment dire, opérationnelle. Oui, dans ce que somatique. Ouais, exactement. Et ça, on l'oublie beaucoup. Tu vois, c'est pas uniquement se poser, etc. Tu peux être en mouvement et en pleine conscience de ce que tu fais. Et il y a aussi, je pense notamment chez les personnes que tu accompagnes, un rapport à l'ennui qui doit être compliqué. Oui. Ne rien faire, ne pas être en permanence sursollicité, ça doit être l'enfer pour eux. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Quand les personnes rentrent sur un programme ActiStress, on leur fait ce qu'on appelle un diagnostic prévention stress. Donc on évalue l'impact biologique du stress sur le corps et la tête. Donc on évalue 45 marqueurs biologiques, comment le corps gère le sucre quand il est sous stress, comment le système hormonal se met en éveil pour justement donner ce qu'il faut comme ressources pour faire face au stress. On regarde aussi les neuromédiateurs, niveau de dopamine, sérotonine, enfin on fait la totale. Donc ça on regarde. Mais à côté de cela, on a besoin d'avoir le profil de personnalité de la personne. Qui est-ce qu'elle est pour pouvoir vouloir autant niquer le stress? Et on se rend compte qu'on a, en tout cas, pour nos profils, de personnes qui aiment la pression, qui veulent y retourner et qui veulent retourner au même endroit. On a des profils de 8, des meneurs actifs. On a des profils de 7, de visionnaires enthousiastes, et des profils de 3, qui sont des compétiteurs qui veulent absolument réussir le challenge. Tous ces 3 profils ont un rapport spécifique au temps. Il faut que ça aille vite. On est là pour vivre quelque chose qui soit intense. On n'aime pas forcément le moment. Ce qu'on veut, c'est plutôt ce qui va se passer. Et c'est là on est sur ce que tu dis. Je rigole parce que je suis dedans. Dans ce que tu dis, donc ça me fait sourire. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parce que c'est un sujet, je l'ai dit, hein, c'est le spécialiste, donc il le maîtrise à la perfection. Il le rend simple, abordable. Lionel, comment on fait pour te contacter? Alors, il faut aller sur le site internet, on le mettra en lien. contact@actistress.com. On a maintenant deux types de profils. On a des profils qui ont besoin de mieux comprendre leur réaction sous stress, qui ne sont pas forcément des personnes qui aiment le stress pour autant, mais qui ont besoin d'un œil très précis. Et là, on a vraiment l'habitude de ça. Et puis on a par contre
des profils de managers, de dirigeants, de personnes qui aiment la pression, qui ont compris que ça ne peut pas durer comme cela, mais qui sont... Les fils, ils ne se touchent plus. Déconnectés. Ils sont déconnectés. Ouais, ils veulent... Et je me rappelle, j'ai fait une formation la semaine dernière, où durant la formation, il y a un des associés qui s'est mis à pleurer devant tout le monde. Parce que je parlais de ce problème-là, et le gars se met à pleurer, c'était vraiment touchant. On ne s'attendait pas à ça. Et j'explique que cette valeur-là qui prend la main, elle te rend tellement dingue avec toi-même, ce que j'appelle la dinguerie, que tu te vois détruire tout autour. Ouais. Et le mec se met à pleurer parce qu'il dit, mais en fait, il faut m'aider. Parce que là, en fait, je ne sais pas comment faire. Ben, lui, on va le recevoir au centre. Top. Parce que on va lui permettre de se rendre compte, au-delà du diagnostic, de contacter cette partie-là qu'il est incapable d'aller chercher. Souvent, c'est une blessure narcissique de fond. Tu ne sais pas comment rentrer dedans. Et là, l'expérience somatique, elle te met dedans parce que tu as accepté attention d'y aller. Donc, cette deuxième partie de travail, il faut qu'on ait des gens qui ont décidé de... Vraiment s'engager. Absolument, de rompre la pattern dont tu parlais tout à l'heure. Bah, c'est complètement ça. Donc, avant d'aller droit dans le mur, pensez à Lionel Pagès, ActiStress. On mettra le lien sous la vidéo. On n'a pas besoin d'aller droit dans le mur et ça, j'espère vraiment que vous l'aurez compris à travers cette vidéo. Il y a plein de ruptures de pattern qui sont possibles. Merci beaucoup pour ton temps parce que c'est formidable et je pense que les gens qui nous regardent vont adorer tout ce que tu nous as livré. Pensez à vous abonner, c'est super important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.